Dans l'humanitaire, en fait, des fois, on n'a même pas conscience qu'il existe une chaîne de valeur à l'intérieur des organisations humanitaires. Elle existe, elle est là. Et les humanitaires se concentrent surtout à la définition, si vous voulez, de la phase initiale de cette chaîne de valeur. Et donc, ils peuvent concevoir le design comme design stratégique. Donc, utiliser des outils de design pour définir des stratégies, ça, ils arrivent à le concevoir. Et par contre, les différents exemples que vous avez vus jusqu'à maintenant, qui sont plutôt concentrés sur la phase finale d'une chaîne de valeur, donc on est plutôt autour du produit, du service ou du processus, et bien c'est quelque chose que, par exemple, les humanitaires vont réduire aux activités d'un programme ou aux activités d'un projet. Pourtant, que ce soit le design appliqué à la fin de cette chaîne de valeur ou au début pour la définition des stratégies, vont utiliser les mêmes outils et qui sont ce qu'on appelle Human Design Centered, qui effectivement utilisent toute une série de processus pour pouvoir faire en sorte que les personnes qui sont concernées, ou par le produit final, ou par un programme humanitaire, en fait, soient impliquées dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, dans le secteur humanitaire, je fais aussi cette préface, on a aussi un autre problème, c'est qu'on parle d'un écosystème qui est très différent de l'écosystème, par exemple, libéralo-économique, capitalistique, dans lequel les entreprises se sont développées. Premièrement, parce que, effectivement, on est dans une globalisation économique. Disons qu'aujourd'hui, cet écosystème économique libéral, à partir des années 90, est devenu global. Donc, finalement, c'est le système global. Mais les humanitaires, c'est des acteurs qui sont nés au 19e siècle. Parmi les acteurs les plus influents, en fait, il y a le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et ces acteurs-là ont des chaînes de valeur qui sont si vieilles que le 19e siècle, qui ont été remises un peu en question dans les années 70 du 20e siècle, mais finalement, elles ne sont pas vraiment remises en question aujourd'hui. Et donc, on est sous des dynamiques organisationnelles complètement différentes. Dans le secteur de la globalisation économique, si vous voulez, les acteurs économiques vont se remettre tout le temps en question. Dans le secteur humanitaire, les acteurs humanitaires vont se mettre rarement en question. Et encore aujourd'hui, vous avez des acteurs qui agissent avec des chaînes de valeur, en fait, qui remontent il y a 50 ans. Et donc, ils ne sont complètement pas adaptés. Ça, c'est une prise de conscience qui a été faite, qui est très forte. Et, par exemple, au Yaran, nous pensons qu'en utilisant des outils de design stratégique, donc pour la définition des stratégies, à la fois programmatiques ou organisationnelles, on peut changer ces chaînes de valeur et on peut les rendre beaucoup plus agiles, mais surtout on peut les rendre beaucoup plus impactantes vis-à-vis des personnes qui sont concernées par l'action humanitaire ou le développement. Donc, Ayavan, qui est justement une entreprise que tu as fondée. Alors, ça c'est intéressant. Toi, tu parles d'entreprise. Moi, je te dis c'est un hub. Et en fait, mais la vérité, et puis on verra aussi avec Kylian tout à l'heure, qui aussi a une vision très dynamique et organique des acteurs, c'est que le Yaran, c'est à la fois une entreprise, et une ONG, et un hub, et un think tank. Et il existe, par exemple, dans un espace virtuel. Quand on a conçu, par exemple, le Yaran, on l'a conçu avec l'idée, l'optique. Donc, on a utilisé des outils de design stratégique pour qu'il soit l'acteur le plus agile possible pour connecter des écosystèmes différents. Et par exemple, des finalités du Yaran, c'est de connecter ensemble différents types d'acteurs. Par exemple, les acteurs économiques, les acteurs publics et les acteurs de l'humanitaire. Créer des espaces où ils peuvent se parler et qui peuvent utiliser les mêmes outils pour à la fin faire quoi? Pour construire un futur meilleur pour les gens et surtout avec les gens. Parce que l'autre problème qu'on a, c'est que les acteurs humanitaires, comme je vous ai dit, sont des vieux acteurs. On a encore des chaînes de valeur qui remontent à la période impériale, donc on a plein de représentations et c'est très très rare en fait que des programmes humanitaires ou que des stratégies humanitaires sont développées avec les personnes concernées. On a même des rhétoriques, par exemple dans la logique d'urgence. L'urgence, quand on fait une intervention d'urgence, elle va durer maximum 72 heures, c'est du vrai life-saving. Donc on pourrait justifier de ne pas consulter les personnes concernées parce qu'il y a une situation de vie et de mort, mais dès que la situation de life-saving a été stabilisée, on ne peut pas non plus ne pas consulter ces personnes. On doit les consulter et c'est avec eux qu'il faut faire les programmes, il faut faire les projets. Et ça, c'est quelque chose qu'encore aujourd'hui n'est pas fait de manière systématique.
Donc, au Yaran, on a essayé de créer cet espace, mais surtout, on a essayé de utiliser différents outils de stratégie, donc de design stratégique, et on a fait un choix de ces outils. Et aujourd'hui, en fait, on est aussi là parce qu'on est arrivé à les mettre à l'intérieur d'un manuel, et ce manuel va être bientôt publié, et c'est le fruit de 12 ans en fait, de travail avec les acteurs humanitaires et les acteurs du développement pour essayer d'utiliser des outils de design stratégique pour avoir un meilleur impact avec et pour les personnes qui sont concernées par les crises humanitaires. On peut commencer un peu éventuellement à voir sous la présentation. Je vais essayer d'être très pédagogique, vraiment sur les concepts clés du système humanitaire. J'ai pris conscience aussi que, par exemple, dans les différents concepts que vous avez explorés ce matin, dans le design pour des produits et des services, par exemple, l'idée du futur peut être utilisée, mais n'est pas utilisée systématiquement par le designer. Et par contre, nous devons penser au futur. Pourquoi c'est censé penser au futur? Parce que la plupart des décisions, en fait, sont prises sous la base de ce qui va se passer, et pas ni sur le présent et ni sur le passé. Et donc, la plupart des décisions donc, vont se passer sur ce que finalement on ne sait pas de ne pas connaître. Nous savons tous qu'est-ce que nous connaissons, d'accord? Vous savez tous aussi et toutes qu'est-ce que vous ne connaissez pas. Mais ce que vous ne savez pas surtout, c'est ce que vous ne savez pas. Et ça, si vous voulez, c'est la plus grosse partie en fait qui doit être explorée. Même, je dirais, pour les méthodologies que je vous ai vu explorer ce matin pour effectivement designer des produits et des services. Car c'est ça le futur. Hein? Et c'est vraiment ce que vous ne savez pas. Le produit et le service de demain, vous devez le rechercher dans cette sphère des choses que nous ne savons pas. Or, ce principe-là s'applique aussi dans l'humanitaire. Pourquoi? Parce que l'humanitaire, l'acteur humanitaire, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de répondre à des crises qu'on appelle des crises. Alors, il y a différents noms aujourd'hui qui sont utilisés. Multicrise, polycrise. Alors, nous, au Yaran, on préfère parler de crise écosystémique. Par exemple, le Covid-19 est une crise écosystémique. Mais crise écosystémique, c'est aussi le climate change. Or, nous savons tous, avec le rapport du GIEC, quelles sont les projections du futur. Donc, la sphère, par exemple, de ce que nous ne savons pas de ne pas savoir, elle s'est réduite. D'accord? Grâce au rapport du GIEC. Mais qu'est-ce que c'est le rapport du GIEC sinon une construction de scénarios, d'accord, par rapport au futur. Et normalement, avec le rapport du GIEC, les différents gouvernements du monde, face à l'évidence, d'accord, qui en plus a été nourrie par des data, devraient prendre des mesures stratégiques. Mais ils ne le font pas malheureusement parce qu'ils sont contraints par différents types d'inertie, je dirais, politique, qui le sont propres. Mais l'acteur humanitaire, disons, il est dans la sphère politique, mais il se doit de toute façon d'agir pour le meilleur intérêt des personnes et des populations qui sont concernées. Donc, quand il va explorer le futur, il faut qu'il applique ces scénarios à sa propre stratégie. Et ça, c'est au cœur, par exemple, de la méthodologie que nous avons pu étudier. Jack Welch était le PDG de General Electric. C'était quelqu'un de très visionnaire, et vous direz, bon, en tant qu'humanitaire, tu prends un exemple d'un acteur économique. Mais parce qu'en fait, on parle le même langage. On est dans des hommes qui sont visionnaires, qui ont une vision très claire de leur écosystème. Mais Jack Welch, déjà au début du XXe siècle, il disait que quand le taux du changement à l'extérieur d'un acteur, d'une organisation, est beaucoup plus élevé que celui-là à l'intérieur de cette structure, donc de l'acteur ou de l'organisation, mais cet acteur, cette organisation, il est proche de la fin. Et j'utilise souvent en fait cette phrase pour l'humanitaire, parce qu'aujourd'hui c'est un secteur qui est en pleine crise. Les acteurs humanitaires répondent à des besoins essentiels dans l'immédiat, mais sont complètement incapables, en fait, par exemple, de donner le juste espace aux personnes concernées et de faire en sorte, en fait, que leurs actions, leurs stratégies soient co-construites avec les communautés. Alors, aujourd'hui, montrez-moi combien d'exemples de stratégies de programmation humanitaire se font avec les communautés concernées. Vous serez vraiment étonné en fait, de ce pourcentage qui est vraiment tout petit.
Mais cette phrase, elle est très importante aujourd'hui parce que l'acteur humanitaire en tant que tel doit se remettre en question. Et selon moi, l'humanitarian designer de demain a aussi un rôle à jouer pour changer cela. Alors, essayons de parler un peu du contexte, parce que quand on utilise les outils de design, que ce soit à la fin de votre chaîne de valeur ou au début pour définir une stratégie, à quoi on a affaire? On a affaire toujours avec la complexité, d'accord? En général. La complexité est un ensemble, en fait, interconnecté. Vous avez un système avec des acteurs, avec des facteurs, et en fait, ces acteurs et ces facteurs interagissent entre eux à travers des systèmes très interconnexes, et à l'intérieur du système, on a des sous-systèmes, d'accord? Alors, imaginons que vous êtes un designer et que vous êtes en train d'élaborer un produit, donc qui soit user-friendly. Ce user est un acteur à l'intérieur d'un système ou à l'intérieur d'un sous-système qui va interagir avec d'autres acteurs. Donc, vous devez vous poser la question du système. Vous devez aussi vous poser la question du sous-système et de cette interaction. Tout ça, on appelle la complexité. Pour l'humanitaire, c'est exactement la même logique. Dans l'humanitaire, en fait, on a des contextes d'intervention. Si aujourd'hui, par exemple, je vous dis le Nigeria, d'accord? Nigeria, bon, je vais prendre simplement un méga-train, 200 millions de personnes, c'est énorme. La population des États-Unis, c'est 300, je m'appelle 60, hein? 350, voilà. Mais Nigeria, on parle quand même d'un pays de l'Afrique subsaharienne, et on sait que d'ici 2050, donc je vous projette déjà dans le futur, il va être 450 millions. C'est énorme en termes d'évolution. Mais c'est un système. Eh bien, essayons de nous poser la question autour du Covid et de l'accès au vaccin du Covid. On sait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en France, on atteint les primo-vaccinants, on atteint ce pourcentage tellement élevé que voilà, la France en est très très fière. Mais dans le monde, en fait, on est loin de ces mêmes chiffres et encore plus au Nigeria. Donc la question de l'accès de la population nigérienne au vaccin, elle est fondamentale. Donc, prenons le WHO, qui est un acteur humanitaire. Il doit se poser cette question. Non, nous sommes d'accord. Eh bien, le Niger représente le système, et donc vous avez différents acteurs dans le Nigeria. Donc, un acteur, ça peut être MSF, par exemple, continuer. Un facteur, ça peut être la recherche autour de vaccins. Le subsystème peut être une capitale, donc un subsystème territorial, Abuja, avec d'autres acteurs, comme la Croix-Rouge nigérienne, qui est quand même un acteur local, il faut quand même le souligner, ou le ministère, par exemple, de la Santé à Abuja. Mais quand on a défini ce système complexe, que vous soyez un designer d'un produit ou d'un service, ou un designer humanitaire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut définir une stratégie. Vous allez pouvoir avoir une stratégie produit, vous allez affiner un produit ou un service, mais on peut avoir aussi une stratégie globale, une stratégie organisationnelle ou une stratégie programmatique. Et après, il faut vous poser aussi une question, c'est quel est l'horizon? Est-ce qu'on va agir maintenant ou c'est pour agir demain? Bon, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que si on doit agir, si c'est quelque chose de stratégique, on est en train de parler des temps longs. Il est inutile de parler de stratégie si vous êtes sur des temps qui sont courts. Il n'y a pas une stratégie qui est vraiment performante pour, disons, une planification que ce soit moins de 2-3 ans, par exemple. D'accord? Donc, on parle toujours des temps longs. Continuons. Donc, quelle est la première tâche, selon moi, du designer humanitaire, par exemple, ou de l'humanitaire en général? C'est d'abord de réduire la complexité. C'est essayer de résumer en fait votre complexité à, là je vais vous expliquer par exemple le Niger seulement avec un trend, celui-là de la population, le démographique, mais le Niger c'est plus complexe que ça. On pourrait quantitativement définir le Nigeria avec 3-4 variables. Mais l'important c'est que quand je vais simplifier le Nigeria, même d'un point de vue quantitatif, je me retrouve toujours avec une image qui le représente. Comme dans cet exemple-là, vous avez toujours 3 images de Picasso, mais de la première à la fin, en fait, on a toujours un taureau. Et on le voit même à la fin, que ce n'est pas une vache, mais c'est un taureau, hein, avec les attributs qui lui sont propres. Donc, ces attributs d'un système complexe, il faut les maintenir. Et donc, quand vous allez réduire cette complexité, vous devez faire très attention à que cette complexité soit maintenue jusqu'à la fin. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a réduit donc un système complexe à quelque chose de plus simple, eh bien, il faut utiliser la prospective.
Alors, qu'est-ce que c'est la prospective? Mais la prospective est l'art de pouvoir vous projeter dans le futur. C'est une forme d'art, hein, c'est exactement une forme de design. Et il y a des techniques pour la prospective, il y en a plein, il y a plein d'outils. Mais ce qui est important de faire vraiment à ce stade est de vous projeter, de projeter votre système, votre complexité dans le futur. Et naturellement, on peut avoir plusieurs scénarios. On peut en avoir 3, on peut en avoir 4. Mais ce qui est important, c'est que vous avez différents scénarios qui, à quelque part, soient des scénarios possibles, des futurs qui sont possibles, hein, et d'éliminer tous les futurs qui ne le sont pas, qui ne sont pas réalistes. Et une fois que vous avez vos scénarios, ce qui est assez intéressant, c'est que seulement sur une partie de ces scénarios, vous allez construire une stratégie. Sous les autres, vous allez probablement ne pas les construire. Et tout en restant, je disons, rêveur dans la nature du designer. Moi, je pense qu'en tant que designer, vous êtes tous créatifs, et le créatif est une personne qui est gouvernée par le rêve, mais il y a aussi l'utopie. Donc, ça veut dire des scénarios qui ne se réaliseront jamais, mais dans lesquels, par contre, voilà, vous avez aussi une vision stratégique. Ça, c'est ce qu'on appelle les futurs que vous désirez et les utopies en termes de stratégie. Et je pense qu'elles sont importantes, il faut les avoir. On rêve tous d'une société beaucoup plus juste, on rêve tous d'une terre qui soit soutenable, avec une biodiversité qui soit respectée. Ça, c'est notre futur désiré. Par contre, la réalité, on le sait déjà, le GIEC le sait, la stratégie peut être retrouvée seulement par les scénarios possibles. Et même le GIEC a sélectionné seulement toute une série de scénarios pour que les stratégies soient réalistes, pour qu'un État puisse véritablement les mettre en place. Continuons. Alors, maintenant, revenons à la nature du design tel qu'il est connu par la plupart du grand public. Le design est un concept qui est utilisé dans le business, qui effectivement, et des fois c'est controversé pour les humanitaires, parce qu'il y a cette idée qui est que le design c'est quelque chose qui à la fin va produire quelque chose de futile, esthétiquement magnifique, éventuellement ergonomique, mais il y a un peu cette idée, je dirais, c'est une sorte de caricature du design pour l'humanitaire. Alors nous, quand on s'est plongé sous l'idée de stratégie dans le secteur économique, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur humanitaire? Pourquoi, par exemple, le design il est très bien utilisé par les ONG pour faire une stratégie de marque, pour faire une collecte de fonds? La plupart des ONG aujourd'hui, les plus grandes ONG, ont une stratégie de marque basée sur la croissance, comme n'importe quel autre acteur économique, et sur la marque. La marque a été désignée par des designers, hein. Toutes ONG confondues, par exemple. Donc le design est utilisé par les ONG. Et on a fait de la recherche pas mal extensive au niveau du Yaran, et on s'est rendu compte qu'en fait, à un moment donné, dans les années 90, particulièrement 80-90, toute une série d'acteurs économiques, surtout les acteurs du conseil en marketing, comme Deloitte, KPMG, ben on s'est rendu compte qu'ils commençaient à travailler avec les ONG. Et quand ils ont commencé à travailler avec les ONG, vous pouvez avancer avec la projection, c'est très intéressant. En 2004, il y avait un think tank européen qui a travaillé à faire converger les experts du marketing avec les ONG. Il y avait ces grandes firmes de consultance et dans ce rapport, il y avait vraiment écrit il faut travailler avec les ONG parce qu'en fait, il y a un double intérêt, disaient les grosses multinationales. Mais pour eux, on peut les aider à créer une stratégie de marque et les amener vers la croissance. Mais nous, en tant que grande structure qui quand même donne aussi du conseil à des multinationales comme Total, Michelin, ce genre de choses qui n'ont pas une belle image du grand public, mais si on dit qu'on travaille aussi avec des ONG, c'est très bien. Et bien à partir des années 90, c'est hyper étonnant, on a trouvé un nombre énorme d'accélération de mécénat entre des structures de conseil de marketing et des ONG, par exemple. BCG, Deloitte, vous pouvez aussi avancer avec la projection, McKinsey, en fait, toutes avaient des consultants ou des mécénats gratuits avec les ONG. Les ONG, qu'est-ce qu'ils ont fait? Naturellement, ils ont ouvert les portes, un peu de manière naïve, mais toute leur stratégie de marque s'est basée sur ce conseil. Et aujourd'hui, quand vous allez parler avec un exécutif dans une ONG de stratégie, souvent dans sa tête, c'est ce qu'on appelle en anglais une brand strategy. Soit une stratégie de marque, et c'est tout. Et puis, quand vous lui dites, mais comment, par exemple, vous pouvez définir le succès de votre ONG, très clairement, il va vous dire,
tous les ans, on a un taux de croissance de 10%, de 20%, donc basé sur la croissance. Mais à ce moment, ça ne vous questionne pas, cette façon de raisonner? On a une ONG qui a une mission, en anglais, une purpose, qui est vraiment très spécifique, Save the Children, Action pour la femme. Et puis, on a un raisonnement autour d'une brand, on a un raisonnement autour d'une croissance. Mais est-ce que croissance va avec l'intérêt de ces personnes que ces ONG veulent répondre? Le problème, en fait, il est double. Parce que naturellement, on est sous une logique de design stratégique qui est basée sur la compétition et sur la croissance. Or, l'écosystème humanitaire est très complexe. Si les acteurs humanitaires sont en compétition entre eux, eh bien, en fait, leur action va être inefficace. Parce que les univers dans lesquels ils interviennent sont tellement complexes qu'il faut, en fait, l'action collective de l'ensemble de ces acteurs pour apporter vraiment des solutions sur le long terme. Et s'il y a donc une compétition de marque, on l'a vu plein de fois dans plein de crises, tsunami en 2004, Haïti en 2010, on a eu plein de compétitions entre les acteurs pour les fonds. En fait, on a eu toujours des gros dysfonctionnements au niveau de l'aide. Donc, il y a un vrai problème structurel dans la façon dans laquelle la stratégie est conçue chez les ONG, mais aussi chez les agences des Nations Unies, en général, dans ces acteurs, si vous voulez, privés du secteur humanitaire. Et du coup, le Yaran, il s'est posé la question, mais comment alors on va définir la stratégie? Qu'est-ce que c'est une bonne stratégie pour un acteur humanitaire? Et nous sommes parvenus donc à une conclusion avancée, c'est que si dans le secteur privé, effectivement, on est dans l'optimisation de l'allocation des ressources pour la croissance du capital, si vous voulez, donc la croissance en général, eh bien non, pour un acteur humanitaire, on doit faire deux distinctions. Ce qu'on appelle la stratégie de programme, donc de l'action, et la stratégie organisationnelle. La première, en fait, c'est de définir un changement de long terme pour le bien-être des individus et populations. Ça ne peut pas être autre chose, parce que c'est dans le mandat des acteurs humanitaires, c'est dans l'essence même de leur définition. Et en termes d'acteurs humanitaires, eh bien, c'est dans la valeur ajoutée, donc dans la finalité, la mission et la vision que cet acteur veut définir. Et là, en fait, on est sur des conceptions vraiment nouvelles pour l'acteur humanitaire. À partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rendu compte que le plus gros problème, c'était pas sur la programmation stratégique, mais c'était surtout sur les profils organisationnels des acteurs humanitaires. Et donc, s'il y avait une urgence importante, nous en tant que thinkers, si vous voulez, dans notre cadre, c'était de réfléchir sur comment transformer les acteurs humanitaires. Je répète, on parle d'un acteur qui est vieux, avec des chaînes de valeur dont ils ne sont même pas conscients et qui ne sont plus adaptés au XXIe siècle. Donc, c'était une vraie urgence. Donc, en 2017, on a produit un rapport qui s'appelle The Future of Aid. Vous pouvez accélérer. Vous pouvez le trouver sur Internet. Je ne vais pas m'attarder trop, mais qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a pris l'écosystème de l'humanitaire. Donc, on s'est vraiment focalisé sur l'écosystème humanitaire et on a fait des scénarios. Donc, chacun de ces scénarios représente une évolution possible de l'écosystème humanitaire d'ici 2030. Je ne vous parle pas non plus de 2050, je vous parle de 2030. Ce rapport a été publié en 2017 et avec ce rapport, après, on est allé approcher les différents acteurs et on leur a dit, mais est-ce que vous vous préparez à ce type d'éventualité? En 2017-2018, on est encore loin donc, du Covid-19. Il y avait éventuellement, dans le passé, il y a eu d'autres risques de crise écosystémique, comme la crise Ebola de 2014, mais elle n'a jamais devenu une pandémie, donc jamais une crise écosystémique, mais on disait, mais si demain ça devrait arriver, est-ce que vous êtes préparés? Et la plupart d'entre eux, ils vous disaient non. Et en fait, il n'y avait pas une véritable stratégie, ni organisationnelle, ni programmatique vis-à-vis de ces scénarios. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Donc, vous voyez, tout ça, c'est du design. Hein? Donc, on est dans la définition de scénarios potentiels. Et à partir de ces designs, on peut avancer. En fait, on a commencé à regarder les acteurs humanitaires. On s'est dit, mais vous avez vraiment des challenges importants. Le premier, effectivement, c'est que votre système d'incentif, donc le système, les modèles économiques de ces ONG, vous n'êtes pas adaptés. Parce qu'en fait, vous dépendez des bailleurs de fonds institutionnels, vous êtes basé sur la croissance,
Et ça, en fait, ça ne vous amène pas, par exemple, à vous réconcilier avec les personnes concernées. Si, en tant que gouvernant, vous êtes, par exemple, une ONG en Occident et on a, pour la plupart des conseils d'administration, malheureusement, encore aujourd'hui, on n'est même pas sur la parité de genre. Après, quand je vous parle d'âge, souvent l'âge dépasse voilà, c'est des personnes qui souvent n'ont même pas voyagé, donc qui ne connaissent même pas les contextes dans lesquels cette ONG interagit. Eh bien, c'est ces gens-là qui sont en charge de la stratégie de l'organisation. Mais aujourd'hui, si vous voulez lutter contre la faim, ou si vous voulez sauver les enfants, la première chose que vous devez faire, un bon designer, c'est quoi? Aller chercher en fait les personnes concernées, construire avec eux et pour eux. Et ça commence dès la gouvernance. Donc, remettre en question le système d'incentive, le modèle économique, faire des changements culturels au sein de votre structure. Par exemple, les humanitaires ont une culture réactive. Demain, il y a une crise, on répond. Mais comme je vous ai dit, oui, on va répondre, on va sauver des vies, mais après, il y a beaucoup d'ONG, par exemple, qui créent des hôpitaux ou des structures de santé parce qu'à un moment donné, il y a une crise, par exemple, je ne sais pas, en Afghanistan, dans une zone reculée rurale, et puis à un certain moment, les choses vont un peu mieux, et ces mêmes acteurs décident, ah, c'est plus l'urgence, je me retire. Ça arrive, hein. Mais soudainement, vous avez toute une série de personnes qui s'étaient habituées à avoir un centre de santé qui, du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Simplement parce qu'on décrète que c'est fini l'urgence. Comment on accompagne du coup la post-urgence? Comment on accompagne la transition vers le développement de ce pays? Ça, c'est des questions que certaines ONG ne se posent même pas. Certaines, je vous dis. Et après, il y a un vrai problème, c'est le système de pouvoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart de l'argent, d'accord, de l'humanitaire, on parle de 28 milliards de dollars, il transite par des structures qui sont pour la plupart occidentales. Et est-ce que vous avez une idée de combien ça passe par des structures locales, par des organisations issues de la société civile? Donnez-moi juste une idée. Par hasard. Moins de 2%. Moins de 2% de cet argent transite par des structures qui sont issues de la société civile. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que quand je vous dis transiter, ça veut dire aussi qu'ils vont décider comment cet argent va être dépensé. Mais aujourd'hui, qui devrait décider de cet argent comme il doit être dépensé? Ça doit être les personnes concernées. Je vous fais un exemple d'actualité, parce que là, on parle beaucoup d'Afghanistan. On a parlé à un moment donné de Haïti, mais Haïti vient d'être frappé par un énorme tremblement de terre à nouveau. D'accord? Il y a une énorme crise à Haïti, même de gouvernance autour des ONG, différents types de scandales qui ont frappé des ONG internationales. Normalement, on devrait apprendre notre leçon et se dire, on va changer. Les acteurs humanitaires ont beaucoup parlé, disent localisation, leave no one behind, des mots magnifiques. Alors là, les designers, super, en termes de marketing. Donc, produit final, service, je vous parle. Mais en termes de designer stratégique, qu'est-ce qu'il a fait, le designer, pour faire en sorte que localisation et leave no one behind soient vraiment l'ONG de demain? Aujourd'hui, par exemple, il y a les Américains qui vont inonder avec 4 il me semble, 4 milliards de dollars, ils vont inonder Haïti. Le groupe des ONG, en fait, qui vont gouverner cet argent, pour la plupart, c'est composé par des structures du Nord. Les ONG qui sont à Haïti, il y en a plein d'organisations locales haïtiennes qui sont capables de répondre. La seule chose qu'ils demandent, c'est faites-nous gérer l'argent. On n'est pas dans un système impérial où finalement, nous devrons être de toute façon, de manière normale, subcontractant des ONG occidentales. Eh bien, vous voyez, même 11 ans après tous les scandales qu'il y a eu, eh bien, on se retrouve toujours avec les mêmes problèmes de gouvernance, de valeur ajoutée, et l'argent va de toute façon à nouveau transiter par les mêmes acteurs. Donc ça doit changer. Et du coup, moi, effectivement, je me suis dit, mais comment vous, en tant que designer humanitaire, vous allez pouvoir changer là? Comment vous pouvez faire ça? Je pense que vous avez, dans la technique des processus de design, que ce soit pour des produits et services finaux ou pour du design stratégique, vous avez énormément d'outils. D'accord? Et comme disait tout à l'heure l'intervenante Limke sur, effectivement, plutôt
sous définition de produits et de services finaux, c'est quand même à l'user, donc c'est quand même aux personnes concernées de véritablement définir qu'est-ce qu'il veut, comme il le veut. C'est vraiment essentiel. Et donc, je pense qu'il y a un énorme espace de participation. Et nous, en tant que Yaran, on a essayé de parler aux humanitaires avec leur propre langage, et ce qu'on leur a dit, faites attention, vous devez remettre en question votre structure, vous devez comprendre quelle est votre valeur ajoutée, et surtout, vous devez remettre en question vos modèles économiques. Donc, on peut continuer. Pour faire ça, on introduit aussi le concept de chaîne de valeur, qui est un concept que pour l'acteur humanitaire est complètement étrange. Pourtant, dans le business, en fait, il est central, la chaîne de valeur. Mais dans l'humanitaire, on a presque l'impression qu'il n'y en a pas. Mais en fait, il y en a. Nous, on essaie de la définir. Une chaîne de valeur universelle de tous les acteurs humanitaires. Où effectivement, il y a la récolte des fonds, l'anticipation, l'advocacy. Une chaîne de valeur idéale, à horizon 2030. Et ce qu'on a fait, on est allé encore plus loin dans notre rapport. On a utilisé des techniques de design. Donc, à travers les scénarios, grâce aux scénarios, grâce aux typologies de crise, vous savez qu'est-ce qu'on a fait en tant qu'humanitarian design? On a défini des chaînes de valeur idéales, des chaînes de valeur fit for the future. Et c'est comme ça qu'on est parvenu, vous pourrez avancer, en fait, à 5 profils idéaux d'ONG de demain, d'ONG qui peuvent effectivement être fit for the future. Et vous savez quelle est la caractéristique commune de ces 5 profils? Ils sont tous construits sur un principe, celui-là de la subsidiarité. Et c'est quelque chose que moi, même en termes de consultant, je ne m'arrête pas d'essayer de co-construire avec les ONG avec lesquelles je travaille ou qui font appel à nos services. Je dis, vous devez imaginer votre rôle de demain comme facilitateur. Parce qu'il existe des sociétés civiles dans tous les territoires, les écosystèmes dans lesquels vous intervenez. C'est cette société civile qui doit être l'acteur de son propre futur. Vous, ce que vous devez faire, c'est simplement faciliter cette réalité. Alors, différents scénarios, mais différents profils. Ça, c'est une application concrète du design, vos techniques de design que vous utilisez, par exemple, plus communément pour des produits de services, mais pour des profils organisation. Continuez. Et naturellement, dans chacun des profils, il y a certaines valeurs qui s'appliquent plus que d'autres, d'accord? Effectivement, dans les différents profils, vous avez des valeurs dans votre chaîne qui sont actives et certaines qui sont inactifs ou éventuellement sont délégués éventuellement à d'autres acteurs. Donc ça, c'est un peu le travail que nous avons fait au Yaran. Vous pouvez continuer. On a aussi créé, ça on peut aller un peu plus vite parce que sinon je vais prendre trop de temps, des outils pour faire réfléchir les ONG. Ça, c'est un outil qui est utilisé, ça c'est une application concrète de design pour un processus de réflexion autour d'une organisation. Et on utilise des métaphores, donc vous voyez, il y a très créatif, on utilise les métaphores de l'arbre autour des compétences. Par exemple, vous pouvez continuer. Donc, 3 niveaux de compétences. En fait, vous avez les valeurs racines, les valeurs, la chaîne de valeurs qui est le tronc, et puis les valeurs ultimes qui sont les produits, les services. Ça, dans le secteur privé, mais par exemple, pour une ONG, c'est exactement la même chose. Vous avez l'identité de l'ONG avec ses ressources, ses assets. Vous avez sa chaîne de valeur, donc qu'est-ce qu'elle est, les processus à travers lesquels elle est capable après de produire des services. Pour la plupart, c'est des services pour les ONG, ça veut dire l'aide à la personne. Et ça, c'est un outil, par exemple, qu'on a conçu pour faciliter les discussions autour de la réflexion d'une organisation. On l'a fait avec diverses organisations internationales et ça a été assez intéressant. Et par exemple, une fois qu'ils ont réfléchi sur qui sont aujourd'hui, donc ils font leur arbre, donc ils construisent leur arbre, qui sont aujourd'hui, mais on leur dit très bien. Alors imaginons maintenant que vous allez avoir des changements dans le futur. Et donc on utilise la prospective, les scénarios, pour dire est-ce que votre arbre va survivre aux 4 scénarios? Est-ce que votre arbre va survivre au changement de l'écosystème? Et ça, c'est un exercice extraordinaire, vous pouvez continuer, car pour chacun des scénarios, en fait, ces personnes dans cette organisation, et nous, chaque fois, on leur a dit, on a besoin des personnes qui travaillent avec l'organisation, mais aussi des personnes qui sont les destinataires ultimes de cette organisation, donc il faut avoir toujours un public très large, et ils sont là, et leur arbre, ils le modifient, ils modifient les racines, la chaîne de valeur, et les produits et les services à ce nom des scénarios. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a
pour chacun des scénarios un profil organisationnel qui est adapté. Et donc finalement une stratégie organisationnelle qui est adaptée. Et ça permet, si vous voulez, de pouvoir, par exemple aussi, utiliser des outils et processus de design pour une stratégie organisationnelle. Et c'est un peu le succès, si vous voulez, de notre activité. On arrive à la fin, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a essayé quand même pendant 12 ans d'introduire ces outils-là dans le secteur humanitaire. C'était pas facile. Il y a déjà des outils de programmation et de stratégie comme le Project Cycle Management, qui d'ailleurs a été aussi distillé à travers les bailleurs de fonds, la Theory of Change, qui est utilisée et réutilisée, et après vous avez des écoles à l'intérieur de l'écosystème entre Theory of Change et Project Cycle Management qui ne se comprennent pas, mais ils parlent exactement la même chose. C'est juste qu'ils utilisent deux designs différents pour faire des projets. Mais ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on n'a pas voulu rentrer dans le débat, on a utilisé ces deux processus et on a créé un step-by-step, donc des fiches, un toolkit, si vous voulez. Donc c'est un toolkit qui va être publié en octobre, en fait, qui résume l'ensemble des outils qu'on a expérimentés, mais surtout l'ensemble des outils qui sont acceptés par les acteurs humanitaires, qui est un acteur quand même très, très concentré sur la réactivité, un peu conservateur quand même, et avec lequel, je pense, le premier challenge que vous allez avoir en tant que design humanitaire, c'est surtout de construire un canal de communication et dépasser tous les préjugés, les caricatures, que malheureusement, vous avez raison, j'ai regardé aussi un peu dans votre salle d'interaction, mais c'est typiquement quelque chose qui existe, hein, ces préjugés autour du design et du métier du design. Voilà pour ma présentation aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.